Attends une seconde, attends. Là, si on parle des animaux fantastiques, moi aussi j'ai plein de choses à vous en dire. Alors, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Bonjour à tous, Les Animaux Fantastiques 2, c'est le film que j'attends le plus cette année. Bien sûr, il y a eu par exemple Avengers Infinity War qui était extrêmement attendu, notamment par moi, par beaucoup de monde. Voilà, il y a eu plein de films cette année qui représentaient pas mal de bonnes choses, beaucoup de hype pour beaucoup de gens. Mais moi, il a toujours été prévu que Les Animaux Fantastiques 2 soit le film cette année qui me fasse le plus vibrer dans l'attente de le découvrir. Alors, Les Animaux Fantastiques 2 sera réalisé donc par David Yates, qui avait déjà réalisé l'opus précédent. On y retrouvera Eddie Redmayne, bien sûr, qui campe le rôle de Norbert Dragono, ainsi que Dan Fogler, Catherine Waterston, les personnages que nous avions appréciés, que nous avions découverts dans Les Animaux Fantastiques, qui était sorti en 2016 maintenant. Cette suite nommée Les Crimes de Grindelwald est attendue pour fin novembre, dans laquelle on retrouvera des nouveaux acteurs, la suite bien entendu, qui se déroulera je ne sais pas combien de temps exactement après le premier opus, mais on sent vraiment une continuité, on sent que des nouveaux personnages se préparent, on sent des nouveaux endroits, et bien sûr on commence aussi à faire le lien avec la saga Harry Potter de plus en plus, et dans ce nouvel épisode, je pense qu'on va découvrir et apprécier pas mal de nouvelles choses. Mais pour expliquer cette hype, commençons par le début, pourquoi j'adore la saga Harry Potter. Le premier film Harry Potter sort sur nos écrans en 2001, c'est une révolution. Parce que Harry Potter c'est quoi? Ce sont 8 films sur 10 ans. Pratiquement un épisode sort chaque année au cinéma. En parallèle de ça, les bouquins, qui ont commencé à être écrits un petit peu avant, n'étaient pas tout à fait finalisés au moment de commencer les adaptations du film. Il restait encore quelques livres à écrire pour J.K. Rowling, qui est l'auteur de cette saga, la créatrice du personnage de Harry Potter et de tout cet univers magique. Et alors que la saga cinématographique avait commencé, les bouquins n'étaient même pas encore terminés, et J.K. Rowling continuait à écrire doucement la suite de la saga littéraire. Pour ma part, bien sûr, j'ai vu presque tous les Harry Potter au cinéma à l'exception du premier, j'étais un petit peu jeune, mais c'est une saga qui a grandi, qui a évolué au fil du temps. Plusieurs réalisateurs se sont enchaînés à la réalisation de tous les opus, entre autres nous avons eu Chris Columbus, Alfonso Cuarón, il y a eu Mike Newell et David Yates. Voilà, ça fait donc 4 réalisateurs sur 8 films, chacun y a apporté sa petite patte, chacun a fait évoluer différemment le personnage, mais aussi l'univers, a fait progresser l'intrigue. Il y a une évolution du public bien sûr parce que c'est une saga qui a grandi en même temps que son public. On commence par les 2 premiers films qui sont plus centrés vers la famille, l'enfance, avec bien sûr beaucoup de dangers, il y avait beaucoup d'action déjà dès ces premiers films, mais on sentait vraiment que ça pouvait être encore assez accessible et qu'il ne fallait pas trop compliquer l'histoire, c'était assez simple l'air de rien, un grand méchant, un univers magique, un gentil. Le 3 et le 4e sont plus centrés, presque teenage, mais l'évolution de l'univers est encore de plus en plus sombre, de plus en plus noir, et on commence à entrer dans un monde qui n'est pas vraiment attrayant, qui s'obscurcit davantage. Et une fois que David Yates est arrivé pour conclure la saga avec les 4 derniers opus, allant du 5 jusqu'au 8e, on a vraiment eu quelque chose qui s'est vraiment inscrit dans la légende, dans la mythologie, et qui a conclu cette saga en grande pompe. Warner Bros tient sa pépite d'or. Pour moi, c'est clairement une saga qui peut rivaliser avec Star Wars. Elle est très différente, elle a été réalisée différemment, elle a des aspects communs, puis des grandes différences, mais on a eu un engouement, quelque chose qu'on n'aurait jamais pu penser, je pense. J.K. Rowling en a été la première surprise, avec quelque chose qui a explosé mondialement et qui a séduit tout le monde. Mais ce qui fait qu'on adore Harry Potter aussi, c'est son côté british, notamment par le casting, puisque l'action se passe en Angleterre, puis en Écosse. Il faut le savoir, mais Poudlard est une école qui n'est pas située en Angleterre, mais en Écosse, c'est pour ça qu'ils prennent le train pour y aller, il y a un long chemin à faire. Mais tous les acteurs sont vraiment géniaux, c'est vraiment un film où le casting est parfait. On prend non seulement des jeunes acteurs pour essayer de les introduire, de les insérer, de les faire grandir, mais aussi des têtes britanniques qui sont déjà hyper costauds de base. Les gamins, Maggie Smith, Michael Gambon, Alan Rickman, Gary Oldman, Ralph Fiennes, ils sont juste tous géniaux, vraiment. Le casting, au fil des 8 films, et ça c'est vraiment pas facile, n'a jamais eu une fausse note, jamais un seul faux pas. Tous ont vraiment joué le jeu et ont participé à fond à la fabrication de la saga. Et nous sommes en 2011, et Harry Potter et les Reliques de la Mort deuxième partie sort au cinéma. Et c'est terminé. Après 10 ans de tournage intense d'une saga, tout est fini, et l'univers magique se clôture. Harry Potter a terminé son histoire.
Waouh, j'étais limite triste pour ma part, vraiment, hein. Parce que c'est des personnages, comme je vous l'ai dit, qui faisaient un peu partie de ma famille, dans un certain sens, puisqu'on les retrouvait au cinéma chaque année, qu'on a appris à grandir avec eux. Et pour moi, je faisais vraiment mes adieux à l'univers magique au cinéma. Et puis, Les Animaux Fantastiques est annoncé 2016, fin 2016, sortie du film. Dans le courant des années 2010, on voit qu'au cinéma, plusieurs univers cinématographiques sont mis en place. Entre autres, on a le MCU, bien sûr, qui prend de plus en plus de place, qui s'étoffe, qui grandit, et qui arrive bien sûr à réussir de plus en plus le pari de construire un univers géant avec plein de super-héros. L'année d'avant, on avait le retour de Star Wars au cinéma, il y a encore plusieurs films donc, qui sont annoncés là aussi. On a Le Hobbit, on a plusieurs autres exemples, voilà. Et je pense que Warner Bros s'est tout simplement demandé, on a eu un univers sur 10 ans, il faut absolument le faire revenir avec d'autres histoires, il est suffisamment complexe, suffisamment géant pour qu'on fasse encore beaucoup de films, pour qu'il y ait énormément d'histoires à raconter, notamment un préquel. Donc il faut s'attendre à retrouver l'univers de Harry Potter, mais pas les protagonistes. En revanche, le studio décide de garder David Yates, qui avait donc terminé la saga Harry Potter, pour réaliser Les Animaux Fantastiques, qui se passe donc vraiment dans le passé, à un autre endroit, démarre une nouvelle histoire avec un personnage qui n'était seulement évoqué dans la fin des Harry Potter, à savoir Grindelwald. À partir de ce film, on sent que la légende va s'intensifier, qu'on va encore apporter énormément d'éléments, on va pouvoir faire évoluer davantage cet univers qui maintenant est déjà vachement bien installé, mais c'est la grande question, qu'est-ce que ça va raconter, est-ce que ça va marcher ? Ça avait l'air prometteur déjà de base avec la bande-annonce, mais maintenant il faut regarder le film et voir ce qu'il va accomplir. Donc c'est parti pour Les Animaux Fantastiques, je m'assois dans la salle, on est en 2016. J'adore, d'un bout à l'autre du film, tout ce que j'y découvre est vraiment excellent. Que ce soit le New York des années 20, que ce soit les animaux, le design, la gueule du film, tout est parfait. Je dirais juste à l'exception d'une chose que j'avais déjà relevée dans ma critique, c'est le casting. Il est bon, on va pas chipoter, mais pour moi Eddie Redmayne manque quand même un petit peu de gueule et il se retient pas mal dans son jeu alors que c'est pourtant un acteur oscarisé. Il fait le taf en tant que héros, il est gentil, il a vraiment des valeurs que je défends beaucoup et que j'arrive à identifier dans le film, mais seulement avec sa tête un petit peu niaise, parfois ça fait pas toujours. Le film est en 3D aussi et je dois dire que je l'ai trouvé vraiment excellente, avec énormément de choses qui ressortent de l'écran, avec pas mal de créatures qui viennent titiller un peu, qui viennent jouer avec la profondeur, qui vraiment se servent de la 3D. Le film correspond vraiment à quelque chose qui est fait pour la 3D, et ça c'est bien, vraiment une séance sympathique qui vaut le coup pour la 3D. Je relève quelque chose de bien aussi au cours du film, c'est qu'il n'est pas tombé dans le piège de se concentrer uniquement sur Norbert et sur les animaux. On a un film qui se découpe en plusieurs actes, mais dont on suit le point de vue de plusieurs personnages. On y découvre le premier moldu de l'univers magique qui va devenir important, intéressant dans cette histoire. On a bien sûr Eddie Redmayne avec son histoire personnelle. On a le personnage de Catherine Waterston qui, elle, vit aux États-Unis et va devoir enquêter sur Norbert, va devoir essayer de le choper, puis après de l'aider. Et bien sûr, on a le personnage de Grindelwald qui est caché, qui a fui l'Europe et qui prépare son prochain coup d'état de façon dissimulée. Alors est-ce que le pari est réussi ? Oui, complètement. Le film fait 4 millions d'entrées en France et fait 814 millions de dollars au box-office international. Alors c'est un petit peu moins que le dernier Harry Potter qui avait fait 6,5 millions d'entrées en France et 1,3 milliard de dollars à l'international, mais je pense qu'on n'a pas non plus à rougir 5 ans après, avec des personnages différents, pour une histoire qui joue pas mal quand même sur le fait de redémarrer quelque chose, de se détacher un peu de l'univers Harry Potter tout en le continuant. On a quand même un pari largement réussi, le public est au rendez-vous, et pourtant ils n'ont pas pris un gros risque, mais quand même, il fallait quand même relancer cet univers, c'était important de le faire bien, même si le studio était confiant et qu'on avait repris un réalisateur qui avait déjà fait ses preuves. Il fallait tout de même maintenant installer une nouvelle histoire, savoir si justement, comme avec Star Wars, comme avec beaucoup d'autres licences, si on allait pouvoir rassembler tous les fans de la première heure, mais aussi faire découvrir ces films et faire naître une nouvelle génération de fans. On te sort un nouveau film dans l'univers Harry Potter, mais sans Harry Potter, c'est-à-dire qu'on va retrouver la sorcellerie, les potions, les animaux, toute la magie, mais il faut faire le deuil de Harry Potter. Et pour ma part, je trouve qu'ils l'ont vraiment pas mal fait, quoi. On arrive quand même à savoir que Harry Potter, bien que ce soit l'élément central de ces 8 films, on peut faire quelque chose en gardant la même base qui soit tout aussi intéressant. Parce que le film est moins phénoménal, il est moins médiatisé, il est moins médiatique, parce que c'est un premier épisode de saga, comme souvent, on y va mollo, on essaie de jauger un petit peu, de savoir si, comme avec Star Wars 7 par exemple, ne pas prendre trop de risques, mais il faut aussi savoir faire ça très bien, et je pense que franchement Les Animaux Fantastiques s'en est super bien sorti, contrairement à bien d'autres sagas qui ont parfois un peu de mal justement à concilier les attentes du public, la façon d'appréhender le film. Ici, pour moi, tout a été super bien fait, avec beaucoup de surprises, avec beaucoup de nostalgie, très bien géré, et un scénario qui m'a comblé avec une découverte d'un nouvel environnement qui me plaît tout de suite. À partir de ce moment-là, la hype Harry Potter est de nouveau présente, on a une renaissance, c'est parti, la machine est lancée.
Qu'est-ce qui a fait le succès des Animaux Fantastiques? Pour ma part, la première chose qui me vient à l'esprit, personnellement, c'est mon chouchou, c'est Dan Fogler. Ça fait 8 films qu'on t'explique que le monde réel, le monde moldu et le monde sorcier sont à deux doigts d'exploser, sont à deux doigts d'éclater, et que ça va se fighter, et que voilà, il va y avoir une nouvelle guerre des sorciers qui a aussi des répercussions sur le monde moldu, et il aura fallu attendre les Animaux Fantastiques pour qu'un premier personnage moldu fasse vraiment partie de l'histoire et de l'aventure. Jacob Kowalski, qui arrive comme ça au début, sans qu'il soit vraiment important, sans que tu penses qu'il va avoir une grosse influence dans le film. Le personnage de Catherine Waterston t'explique qu'il va falloir très vite s'en débarrasser, qu'aux États-Unis il est interdit pour les sorciers d'avoir des relations avec les moldus ne doivent rien savoir du monde des sorciers, ne doivent pas en faire partie. Et malgré tout ça, Norbert Dragono décide de garder Jacob avec lui, parce que lui il s'en fout, il est anglais, et en Angleterre, les moldus ont le droit de faire partie d'une famille de sorciers à partir du moment où ils se taisent vis-à-vis des autres moldus, donc voilà, il le garde, et on a un personnage super attachant. C'est super important pour l'histoire et très intéressant. Il a juste ses deux bras et ses deux jambes pour pouvoir faire avancer l'histoire, et c'est quelque chose qui ne le rend pas faible, mais le rend différent et permet justement de donner un peu de contraste aux personnages, les sorciers comme ce moldu. Ce qui va lui permettre de réagir de façon beaucoup plus humaine que les autres sorciers. Il est maladroit, il est timide, il manque de se faire attaquer par les animaux qui se sont enfuis, il va jusqu'à mettre une patate à un elfe de maison véreux dans un bar clandestin. C'est un perso super attachant jusqu'à la fin, bien sûr, jusqu'à la fin de l'histoire où il est oubliété. Et y a sa copine qui revient dans la boulangerie qu'il a réussi à monter, puisque c'est aussi son enjeu à lui dans le film. Et finalement, il y a un petit éclat de souvenir, on dirait, qui revient vers lui. C'est pour moi le meilleur perso de ce film, parce que c'est celui qui est le plus attachant, pour lequel on a le plus d'empathie, et qui réagit vraiment avec des sentiments humains, avec une approche qui lui correspond, et qui va super bien dans le film pour faire apparaître un moldu dans cette intrigue. On a un bestiaire dans ce film qui fonctionne parfaitement, alors tout est fait en synthèse, mais on retrouve des animaux qu'on avait déjà vus, d'autres qu'on découvre. Ils sont tous aussi beaux. Moi j'ai adoré la scène où ils entrent dans la valise de Norbert, qui est vraiment un mini-zoo, qui est une ménagerie, et il y a tout ce message bien sûr écologique qu'on retrouve à travers les Animaux Fantastiques, qui est beaucoup clamé, qui est vraiment très présent dans le film. Il y a la petite touche un petit peu Avatar, avec un univers vraiment beau que même les sorciers ont du mal à accepter. Les sorciers essayent d'exterminer leurs propres animaux magiques, ce qui est un peu bizarre justement, et Norbert Dragono est là pour rétablir l'équilibre, en montrant que ces créatures sont vraiment incroyables, qu'elles ne sont pas toutes dangereuses, et qu'il faut s'en occuper avec soin. Au même moment, si vous vous en souvenez, il y avait la vague Pokémon Go. Et au même moment, on parlait aussi d'un jeu mobile Harry Potter sous la forme de Pokémon Go. Le film a un petit peu souffert justement de ça, d'un scénario finalement où il y a 5-6 animaux qui s'échappent, et il faut aller à la chasse aux animaux dans New York, il faut aller se promener jusqu'à Central Park pour capturer le premier. Donc Pokémon Go n'a pas vraiment rendu justice au film, parce que le scénario a été parfois ce qui a été le plus critiqué, on va dire, dans les Animaux Fantastiques. Mais comme je vous l'ai dit, ça n'est pas que ça. Donc ça peut quand même être largement légitime d'avoir cette chasse aux animaux qui n'est pas non plus dégueulasse dans le film, elle est quand même bien rythmée, il y a de l'action, elle est correctement fabriquée cette chasse, elle est correctement acheminée plutôt on va dire. Donc oui, ce serait quand même malheureux de résumer le film à une simple chasse aux animaux. Non. Ce qu'il y a de assez déroutant aussi, c'est New York dans le film. New York dans les années 20 déjà, c'est vraiment superbe, c'est plaisant de s'y promener, de découvrir ce New York du début du siècle dernier, mais aussi de découvrir comment la magie est gérée là-bas, comment on organise tout ça avec le congrès magique des États-Unis, qui nous semble quand même très rétrograde, très différent de la bienveillance, on va dire, de tout ce que Dumbledore a pu faire pour la communauté britannique de la magie. Ici, c'est très ferme, comme on l'a dit, on exclut totalement les moldus de cet univers magique, on les considère même un petit peu comme des faibles, des bons à rien, ils sont vraiment traités comme de lamentables personnes qu'on n'essaye même pas d'amadouer. Il y a un secret magique qui est peut-être même encore plus fort qu'en Grande-Bretagne, parce que ici, tous les moldus doivent être oubliés, parce qu'on comprend qu'il y a eu des antécédents avec une guerre, avec les moldus qui ont cherché à abattre les sorciers, à les faire disparaître, et que ça continue encore via les personnages des sorcières de Salem. C'est assez froid quand même, hein. On a vraiment un univers ici qui est vachement moins attrayant, on a vachement moins envie de s'y promener, oui, enfin de le découvrir en tant que spectateur. On pourrait presque dire que c'est même un peu une dictature, c'est un peu totalitaire sur les bords.
Mais c'est pas plus mal, ça permet de faire le contraste avec, encore une fois, la façon de découvrir la magie dans Harry Potter. Concernant nos personnages, on a beaucoup de personnages tous aussi intéressants, tous aussi essentiels, en allant jusqu'à la révélation du méchant final à laquelle on s'attendait pas beaucoup. Au moment où le film est sorti, on entendait beaucoup que Johnny Depp ferait certainement partie du deuxième film, et tout de suite, boum, on le voit apparaître à la fin du premier. C'était déjà une très bonne idée, personne ne s'y attendait. On sent que l'origin story vers Harry Potter se prépare, qu'elle s'achemine. On nous annonce aussi plus tard que Jude Law fera partie du deuxième opus et reprendra le rôle de Dumbledore. À partir de là, ce qui a surtout fonctionné dans les Animaux Fantastiques, c'est respecter et approfondir l'héritage de Harry Potter au cinéma. Donc voilà, le verdict est là, c'est super, ça fonctionne, vite la suite, vite. Donc qu'est-ce que j'attends pour les Animaux Fantastiques 2, pour ma part? Et après on va aussi englober les attentes du public en général. Donc pour ma part, oui, ce que j'attends le plus, c'est le retour de Dan Fogler dans cette histoire. Le retour de Jacob Kowalski, qui apparemment est en train de se souvenir. De quelle façon va-t-il revenir? Puisqu'il est forcément là avec Norbert dans la suite, ça je m'en doutais, je l'espérais vraiment. Et j'attends de voir ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont réussir à le désoubliéter ou pas? C'est la grosse question. Mais je suis déjà ravi de le revoir dans cette suite. J'espère qu'il sera tout aussi drôle, tout aussi intéressant et attachant qu'il l'était dans le premier. Bien sûr, le truc qui fait le plus boom, c'est Jude Law en Dumbledore. On conserve un petit peu ce casting britannique, ce casting vraiment très gentleman. Pour moi, il fait le taf. On va bientôt aussi le retrouver dans Captain Marvel, mais c'est pas du tout le même genre de rôle, mais on l'avait déjà vu faire ses preuves en tant que Dr. Watson dans Sherlock Holmes. Pour moi, c'est un très bon choix de le mettre en tant que jeune Dumbledore, même s'il ne ressemble pas forcément à l'image vieillard sage de Dumbledore dans la saga Harry Potter. C'est l'occasion de retrouver ce personnage d'une nouvelle façon, et j'espère qu'il va savoir donner du corps et sa propre personnalité, son propre jeu, pour nourrir le personnage de Dumbledore. Forcément, j'espère que Eddie Redmayne va plus prendre son personnage, va plus s'y accrocher, être un petit peu moins niais, être un petit peu plus à l'aise, j'espère, parce que oui, je ne le sentais pas toujours, comme je vous l'ai dit, super à l'aise dans ce personnage de Norbert Dragono. Je ne sais pas si c'était voulu, je ne sais pas s'il a été dirigé comme ça, sans doute que oui, mais tout de même, il ne faut pas non plus qu'il fasse de Norbert un personnage tout à fait grotesque et un petit peu ridicule qui n'arrive pas à gérer les problèmes sur le moment. Il est un peu lent, ce Norbert Dragono. Alors après en avoir teasé autant sur Grindelwald, bien sûr qu'on attend son ascension, son apogée, j'ai hâte de savoir ce qu'il va faire, quel va être son plan. On rappelle quand même que le titre du film, c'est Les Crimes de Grindelwald. Et ensuite, parmi les choses qu'on a pu apercevoir dans la bande-annonce, il y a la découverte de Paris. Cette fois-ci, on va passer par la case France, ce qui va nous permettre aussi de certainement découvrir la façon de gérer la magie et le gouvernement magique de France. Par rapport aux États-Unis, par rapport à New York, on verra quelles sont les différences. Par rapport aussi à la Grande-Bretagne, on retourne en Europe, chose qui est assez importante aussi. J'ai hâte de savoir ce qui va s'y passer. Et alors ça, ce sont plus deux choses qui m'intriguent. Si j'ai bien compris dans la bande-annonce, bien que j'en suis pas tout à fait certain, il y a Croyance qui revient. J'ai bien l'impression que c'est le même acteur, parce qu'on le voit vraiment sur des plans très courts. Mais je m'étais douté, en revoyant plusieurs fois le film, je m'étais douté qu'il n'était pas forcément mort à la fin du premier. Et puis Nagini, donc, qui semble avoir une origin story absolument particulière et pas tout à fait démoniaque. Un peu Animagus, hein, si on en croit la bande-annonce. On verra ce qu'il en est. Là, je suis seulement intrigué, je ne sais pas à quoi m'attendre. En conclusion, rien ne pourra m'arrêter. J'attends ce visionnage des Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, avec impatience. J'ai hâte de vous faire la critique. Je ne sais pas si je serai seul ou accompagné, mais ce sera pour moi un véritable point fort de cette fin d'année qui approche de plus en plus. Je pense qu'on peut avoir relativement peu d'inquiétude parce que ça reste quand même correct, ne serait-ce que pour le premier Animaux Fantastiques, comme je vous l'ai dit, le succès était là, l'écriture est bonne, on a J.K. Rowling qui fait partie du projet également, qui est toujours un peu en supervision de tout cela, un petit peu au-dessus, et ça permet aussi de contrôler, d'avoir vraiment des limites, d'installer un univers qui ne fait pas n'importe quoi et qui est suffisamment dirigé et suffisamment agréable à suivre pour qu'on ne s'y perde pas. Cet univers magique a toujours été un petit peu en concurrence avec Star Wars, puisque au moment où démarrait les Harry Potter, c'était la prélogie qui était en cours. Là maintenant, il faut qu'il fasse face à la postlogie. Donc, moi je pense que oui, on peut avoir des films qui soient à la même hauteur que les nouveaux Star Wars. Face à l'univers galactique, que va donner l'univers de sorcellerie? Moi je suis plus à l'aise, je trouve qu'on a beaucoup plus d'infos, on a beaucoup plus de certitudes, c'est beaucoup plus dirigé, et c'est ce qui me plaît, on a peut-être plus une construction qui tient la route, comme c'est le cas par exemple avec le MCU. Mais en plus de ça, on a une base d'écriture extrêmement solide. Donc je ne pense pas que cet univers prenne le chemin par exemple de l'univers Universal Monsters ou de l'univers DC Comics au cinéma encore, ou Jurassic World, Fallen Kingdom par exemple, qui ont beaucoup divisé, même le Star Wars 8, hein, dans un certain contexte, même s'il a explosé, il a beaucoup divisé. Moi je pense
Et j'espère que cet univers de sorcellerie peut être celui qui rassemble tout le monde, qui ne va pas se casser la gueule et qui ne va pas prendre trop de risques, je pense, même s'il va en prendre, j'espère bien. Mais on est sur quelque chose, pour moi, de presque infaillible pour l'instant. Il n'y a aucun mauvais Harry Potter. Les Animaux Fantastiques étaient vraiment très réussis, il y a un sans faute. Je pense qu'ils ont tout à fait les cartes en main pour continuer ce sans faute, le prolonger et faire de cet univers une perfection qu'ils sont en train déjà d'accomplir. Ça fonctionne sur moi, c'est un univers de magie. Ça me fait rêver, je suis en train de vibrer dans l'attente de ce film, alors allons-y, c'est parti. Mes faits accomplis.